Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pour nous parler des Ides de Mars, c'est-à-dire de l'assassinat de Jules César le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, que diriez-vous de commencer par une petite citation de Michelet? Ça met en forme ça le matin. Jules Michelet nous dit « Les conjurés avaient cru qu'il suffisait de 20 coups de poignard pour tuer César. Et jamais César ne fut plus vivant, plus puissant, plus terrible qu'après que sa vieille dépouille, qu'après que ce corps flétri et usé eût été percé de coups. Il apparut alors épurer et expier ce qu'il avait été malgré tant de souillure, l'homme de l'humanité. » Le Sénat et le peuple romain, Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple ne savent pas s'il va falloir admirer, louer les assassins de César ou s'il va falloir les bannir. Plusieurs revendiquent l'héritage césarien. Bien sûr, Marc-Antoine, qui prépare la guerre contre les conjurés, contre Brutus et Cassius. Et puis, c'est vrai, un nouveau prétendant, c'est Octave, le fils adoptif de César, son successeur désigné. La réaction de Cicéron à tout cela est un mélange de surprise et d'horreur, mais aussi, disons-le, peut-être d'une espèce de joie contenue. Dans sa correspondance privée, dans les discours qu'ensuite il va rédiger contre Marc-Antoine, qu'on appelle les Philippiques, le grand orateur Cicéron exprime sa fierté que Brutus, en levant le poignard qu'il avait planté dans le corps de César, ait crié le nom de Cicéron comme invocation de la liberté retrouvée. Ça a dû flatter Cicéron, disons les choses. Seulement, cette joie de Cicéron, cette joie intime à la mort de César, ne va pas durer parce que très vite Antoine contrôle la situation à Rome. Lors des honneurs funèbres qui sont rendus aux défunts, on voit Antoine enflammer la foule, lancer contre les assassins de celui qui a été son chef et ami de véritables invectives. Il y a une célèbre pièce de Shakespeare, bien sûr, Jules César, qui va ennoblir le personnage à travers notamment un beau morceau d'éloquence contre la tyrannie. Et dans le film de Mankiewicz, c'est le charismatique Marlon Brando qui prête ses traits à Antoine. Antoine s'autoproclame seul héritier de César, ce qui revient à se déclarer partisan d'un régime personnel. Et Brutus et Cassius se disent que finalement, ils ont peut-être agi pour rien. Ils se disent surtout que leur vie est en danger, ils vont quitter Rome, et Cicéron, que va-t-il faire? Il a 63 ans, Cicéron, à ce moment-là. Il est farouchement républicain, ça c'est évident. Il ne peut que s'insurger contre Antoine, comme il l'avait fait jadis contre Catilina et contre César. Cicéron va se lancer dans le combat, il est tout à fait conscient des risques qu'il court. On voit monter au forum un homme aux cheveux gris qui va s'en prendre vertement à Antoine et enjoindre le peuple romain de se montrer digne de ses ancêtres et digne de ceux qui viennent de débarrasser la République d'un dictateur en puissance. Les lettres, les discours en question, ce sont les 14 Philippiques. Quand vous prononcez ce genre de phrase, quand vous lancez dans ce genre de discours, vous savez très bien que c'est votre vie qui est en jeu. Pour moi, c'est un extrait là de la 2e Philippique. Pour moi, je le proclame hautement, jeune, j'ai défendu la République, je ne l'abandonnerai pas dans ma vieillesse. J'ai méprisé les poignards de Catilina, je ne craindrai pas les vôtres. J'offre volontiers ma vie si ma mort peut hâter la liberté de Rome. Je forme seulement un double vœu. Le premier, c'est qu'en mourant, je laisse Rome libre. Les dieux immortels ne peuvent m'accorder une plus grande faveur. L'autre, c'est que chacun reçoive la récompense ou le châtiment qu'il aura mérité pour le bien ou pour le mal qu'il aura fait à la République. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être quand même que je vous resitue un petit peu Cicéron. Cicéron n'appartient pas véritablement à la noblesse, même s'il est né dans une famille équestre qui a des assises à Arpinum. On peut dire que normalement, étant donné ses origines, il n'était pas voué à un rôle politique majeur, mais après une solide formation et grâce à des talents d'avocat tout à fait extraordinaires, il a réussi à se constituer toute une clientèle. C'est très important à Rome. Il avait suffisamment d'appui pour parvenir en 63 avant Jésus-Christ à la magistrature suprême, ce qu'on appelle le consulat,
À ce moment-là, on peut dire que c'est un homme nouveau qui naît en Cicéron. Et la même année, c'est lui qui va donc déjouer cette conjuration de Catilina dont j'ai eu l'occasion déjà de vous parler à ce micro. Quand César va franchir le Rubicon, on est donc après ses grandes victoires en Gaule, on est le 11 janvier 49, Cicéron, qui d'abord a soutenu le jeune César, Cicéron s'insurge contre l'absolutisme de celui qui s'est autoproclamé le maître de la péninsule. Il essaie de soulever les défenseurs de la liberté contre celui dont il estime qu'il la viole chaque jour. Et évidemment, César n'est pas à cela près. Et vous savez que la victoire de César est totale. Et contre toute attente, à l'égard de Cicéron, il va se montrer magnanime. Il l'invite à quitter la scène politique, mais ne cherche pas à l'humilier ou à le rabaisser. On peut dire que pour Cicéron, c'est une période de retraite forcée. Peut-être qu'au fond de lui-même, Cicéron, qui s'était beaucoup battu, qui s'était beaucoup engagé dans le combat politique, n'aspirait somme toute qu'à ce retrait, qu'à cette réflexion, qu'à avoir le temps pour écrire, sans délaisser les plaisirs sensuels, puisqu'il a une jeune femme pour épouse, plus jeune que sa propre fille en l'occurrence. Il va quitter Rome pour gagner Tusculum, ce qu'on appelle Frascati aujourd'hui, et on est dans une sublime villa romaine entourée des plus somptueux paysages qui soient. On peut imaginer Cicéron qui s'adonne à l'écriture de cette œuvre immense. Il a réuni ses anciens plaidoyers, des discours politiques, toute sa foisonnante correspondance. Et durant 3 années très calmes, il vient à bout de ce qu'on peut considérer comme ses plus beaux livres, de l'orateur, de la vieillesse, les fameuses consolations aussi, évidemment les consolations de Cicéron. Il va devenir un des grands écrivains, le plus prolixe sans doute de sa génération. Et pour nous, c'est peut-être une chance, et c'est aussi une chance pour lui du point de vue de la postérité, ce sont, disons-le, les œuvres latines qui nous ont été le mieux conservées. Vous écoutez Radio Classique. La doctrine de Cicéron est assez simple. Son but est de restaurer l'ancienne constitution romaine. Il faut sauver la République sur le champ. Et le pouvoir, depuis la mort de César, est complètement en jachère. Et les conjurés et leurs ennemis sont en train de s'y livrer un combat terrible. Alors, que vont faire Brutus et Cassius, qui ont, aux yeux de Cicéron, débarrassé Rome de César? Eh bien, ils ne vont pas savoir se montrer assez fermes. Ils organisent une amnistie à bas prix. Ils vont négocier avec Antoine. Et Cicéron se dit que là, il a peut-être une carte à jouer. Le peuple et le Sénat de Rome appellent de leur vœu un homme providentiel qui puisse reprendre les rênes du pouvoir, vous voyez ? Sauf que Cicéron voit bien que la situation n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Il est de plus en plus sceptique. Il déplore la perte de courage chez ses contemporains, la diminution du sentiment national de la part de ses compatriotes. Le sens de la liberté a disparu. La République, avoue-t-il dans une lettre qu'il adresse à son ami Atticus, la République, je le cite, est un bateau complètement défait ou mieux désagrégé. Aucun plan, aucune réflexion, aucune méthode. Il choisit à ce moment-là de nouveau l'exil. Oh, il n'y va pas de gaieté de cœur, il est complètement dégoûté par ce qu'il a vu à Rome qu'il quitte au début du mois d'avril pour retourner à ses écrits dans sa somptueuse villa de Pouzole, dans le golfe de Naples. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène celui dont on n'a presque pas parlé encore, et qui est le petit-fils d'une sœur de Jules César, celui que le dictateur défunt venait de désigner comme son héritier par testament, c'est Octave. Octave qui a reçu la nouvelle de l'assassinat de César alors qu'il se trouvait à Apollonie, dans l'actuelle Albanie, qui immédiatement a entrepris le voyage pour débarquer à Brindisi, dans le sud de l'Italie, et qui, une fois arrivé, va essayer de gagner la confiance des vétérans des légions de César, mais aussi la confiance d'un certain nombre de personnages extrêmement influents à Rome. Et parmi ceux que Octave pourrait enrôler, figure évidemment notre Cicéron. Voilà pourquoi, dans sa marche sur Rome, Octave fait exprès de s'arrêter à la villa de Pouzole pour s'entretenir avec le grand orateur qu'il comble d'attention, conscient que son appui peut lui être extrêmement utile dans les projets politiques majeurs qu'il nourrit.
Cicéron est flatté évidemment de voir ce jeune homme qui lui est totalement dévoué. Octave lui-même convainc le grand orateur de revenir à Rome et sous son autorité de prendre la tête de la lutte contre Antoine. Voici ce que raconte Plutarque dans ses Vies parallèles. Voilà les raisons sans doute qu'on mettait en avant, mais ce qui gagna Cicéron au parti de César, sous-entendu donc au parti d'Octave en l'occurrence, ce qui le gagna, ce furent d'abord sa haine d'Antoine et en second lieu son caractère qui ne résistait pas à l'appât des honneurs, car il comptait mettre la puissance de César au service de sa politique. De son côté, le jeune homme faisait tout pour s'insinuer dans ses bonnes grâces au point de l'appeler son père. Cicéron essaie de garder quand même la tête froide. Il voit bien que sa patrie est au bord de la guerre civile. D'un côté, il y a Antoine qui a rassemblé des troupes en pillant le trésor de César et du Temple. Et en face, il y a 3 armées déjà bien équipées. Celle de Lépide, celle de Brutus et Cassius, les 2 principaux conjurés, et puis bien sûr celle d'Octave. Cicéron comprend qu'il est trop tard pour tenter une opération, une médiation. Il faut décider si un nouveau césarisme doit régner sur Rome à travers Antoine ou si l'on arrive à faire durer la République. Et c'est alors que le vieil homme donc décide d'abandonner sa jolie retraite studieuse pour se replonger dans le chaudron romain. Il choisit de faire tomber la foudre sur l'usurpateur, c'est comme ça qu'il appelle Antoine, et c'est là qu'il va rédiger donc ces 14 Philippiques, les Philippiques qui sont nommés ainsi en l'honneur des Philippiques de Démosthène, les discours qui avaient été rédigés par l'Athénien contre le roi de Macédoine, évidemment, Philippe II, le père d'Alexandre le Grand. C'est pas anodin que Plutarque ait choisi dans ses Vies parallèles Cicéron comme pendant latin, en quelque sorte, du grec Démosthène. Il y a d'ailleurs une volonté chez Plutarque de faire le parallèle entre les 2 hommes. Cicéron se montre, comme l'avait été Démosthène d'ailleurs, se montre implacable contre Antoine. Il plaide pour des actions beaucoup plus drastiques et violentes que les meneurs de la conjuration qui, selon ses propres dires, ont agi avec le courage d'un homme mais avec la tête d'un enfant. Voilà ce que dit Cicéron. Il fait flèche de tout bois, il va jusqu'à étaler la vie d'Antoine, notamment sa vie galante, ses amours avec Curion, en un mot une relation homosexuelle qui n'est pas si mal vue que ça à Rome, enfin ça dépend de la façon dont ça se passe. L'opprobre ne vise que le rôle passif de cette relation, surtout si en l'occurrence, puisque c'est le cas d'Antoine, il est le plus âgé des 2. Bref, je ferme cette parenthèse. Cette attitude énergique de Cicéron s'oppose au désir du Sénat qui est un peu tergiversé. En tout cas, comme on dit, d'épuiser les voies de la négociation pour essayer de convaincre Antoine d'abandonner le siège de la ville de Modène où Brutus résiste à grand-peine dans l'attente des troupes du Sénat. Ces troupes arrivent d'ailleurs 1 mois plus tard et avec les forces d'Octave, elles vont remporter 2 victoires décisives. Cicéron se dit que ça y est, c'est quasiment gagné. Il est le grand vainqueur du moment. Il est porté en triomphe de sa maison jusqu'au Capitole, puis jusqu'au rostre, c'est-à-dire la grande tribune où sont prononcés les discours sur le forum. D'ailleurs, il va s'adresser là de nouveau au peuple romain. Ah, c'est une grande joie pour Cicéron qui se dit que finalement son heure est arrivée, oui, mais c'est une joie de courte durée. Antoine parvient à sauver une partie de ses légions. Bientôt, il établit une alliance avec le gouverneur de la Gaule narbonnaise, dont je vous ai tout à l'heure cité le nom, Lépide. Et puis, c'est vrai que Octave décide de réclamer pour lui-même le consulat, alors qu'il aurait dû normalement poursuivre Antoine de sa vindicte. Et quand le Sénat refuse, eh bien, on voit Octave qui franchit le Rubicon, comme l'avait fait son père adoptif César, et qui marche sur Rome avec ses légions. Et là, que voulez-vous que fassent les sénateurs? Ils sont bien obligés de céder. Et Cicéron voit une nouvelle fois un chef militaire profiter de la puissance de ses troupes pour piétiner la légalité républicaine, autant dire pour piétiner ses propres idéaux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, ça y est, le vent a tourné, les choses vont mal évidemment pour Cicéron, avec notamment ce rapprochement entre Octave d'un côté et Lépide et Antoine de l'autre. C'est ce qu'on va appeler le second triumvirat. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la guerre civile à Rome. Finalement, c'est Octave
qui va céder devant Antoine, qui s'affirme à ce moment-là. Et Plutarque nous le dit, la proscription de Cicéron est celle qui a entraîné entre eux les plus grosses discussions, car Antoine n'acceptait aucune proposition si Cicéron n'était pas le premier à mourir. On dit qu'Octave, après être resté ferme pendant 2 jours sur la défense de Cicéron, a fini par céder le 3e jour, l'abandonnant traîtreusement. C'est pas moi qui le dis, c'est Plutarque. Et à ce moment-là, pour Cicéron, ça commence à aller très mal. Il a 64 ans à ce moment-là. Il apprend l'union des 3 chefs militaires. Il sait qu'il est perdu et il va d'une propriété à l'autre. Il en a pas mal, il faut vous dire. Et à chaque fois qu'il sent le danger un peu trop proche, eh bien, il a tendance à le fuir, mais il ne fuit pas vraiment. Il finit par se mettre en route pour la Sicile et au dernier moment, il change d'avis. Il ordonne à ses hommes de retourner en Italie, à Gaète, où il possède une petite propriété. Et c'est ce repentir-là qui va lui être fatal. Ces derniers instants, c'est Stefan Zweig, bien sûr, qui nous les a racontés dans son Cicéron, qui est republié ces jours-ci dans le recueil Stefan Zweig, L'âme humaine, aux éditions Bouquin. Je cite le grand auteur viennois. « Mais à peine s'est-il étendu qu'un fidèle esclave vient précipitamment à lui. Des hommes armés suspects seraient à proximité. Pour toucher la récompense, un employé de la maison auquel il a témoigné une grande amitié tout au long de son existence a révélé le lieu de son séjour aux assassins. Cicéron doit fuir, vite. Une litière l'attend. Et les esclaves de la maison eux-mêmes veulent s'armer pour le défendre pendant le court trajet menant au bateau où il sera en sécurité. Le vieil homme épuisé refuse. « À quoi bon, dit-il ? Je suis fatigué de fuir et fatigué de vivre. Laissez-moi mourir dans ce pays que j'ai sauvé. » À son ordre, raconte un petit peu plus tard Stefan Zweig, des serviteurs reculent sans armes et sans résister. Il présente son coup de vieillard aux assassins avec cette parole d'une infinie supériorité. « J'ai toujours su que j'étais mortel !» Les assassins pourtant ne sont pas venus pour philosophie. Ils veulent leur solde et ils n'hésitent pas longtemps, nous dit Stefan Zweig. D'un coup puissant, le centurion terrasse l'homme sans défense. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et on sait que le centurion a tranché la tête de Cicéron, ainsi que ses mains, celle-là même qui avait rédigé les Philippiques. Je parle aussi bien de la tête que des mains, là, bien sûr. Et Marc-Antoine ordonnera qu'on expose ces trophées sur les rostres, sur la tribune des orateurs du forum, là où Cicéron avait été acclamé. Et auparavant, Fulvie, la femme d'Antoine, qui a fait les frais des saillies de Cicéron, a pris soin de profaner les restes de l'orateur assassiné d'un geste ignominieux. Elle lui transperce la langue avec un poinçon en or. Vous imaginez ? On est vraiment dans les prémices de ce que vont être les excès de la Rome impériale. Cicéron reste une personnalité extrêmement complexe, finalement. Il est difficile de juger sereinement ses prises de position. On connaît son très grand amour de la République et ses grands principes. On est parfois un peu plus désorienté par les choix politiques qu'il a été amené à faire. Il est vrai que l'époque dans laquelle il faisait ses choix et dans laquelle il les opérait, il est vrai que cette époque était pour le moins troublée. Vous écoutez Radio Classique.